Du coup, bonjour. Ouais, on se présente peut-être d'abord. Donc Thibaut, Théo, Amandine et Antoine. On est en stage actuellement dans l'équipe et entre autres, on a construit des Poppy Torso. Si tu peux parler un peu plus fort. Et donc nous, on travaille sur l'aspect des activités pédagogiques. Donc comme l'a dit Pierre, il y a toute une dimension, il y a de médiation scientifique autour de ce projet. Il y a toute une communauté qui agit et qui nourrit ce projet. Et donc nous, on travaille plutôt sur le côté des activités pédagogiques. Donc d'abord, je vais vous présenter un peu le support. Donc les documents qu'on utilise, on utilise un format Jupyter et Python Notebook. Donc ce format, il a deux avantages, c'est qu'on peut d'une part avoir du texte en format Markdown classiquement, et on peut surtout exécuter du code directement dans la page. Donc ça, c'est un aspect très pratique. Voilà, en Pissu, comme on peut voir, on a du texte et on a les parties de code ici qui sont en Python, qu'on peut directement exécuter. Donc ça nous permet de pouvoir tester directement, de mettre des consignes, de mettre des retours, des explications. Donc on a choisi d'utiliser ce format-là, qu'on a allié avec un simulateur, donc c'est Veret. C'est un autre logiciel tierce qui est gratuit pour l'éducation. Donc ça, c'est quelque chose aussi auquel on tient. L'aspect open source est gratuit pour pouvoir justement le diffuser le plus librement possible. Donc là, vous pouvez le voir comme en écran splitté sur un écran. Donc on a la page de commande en Python Notebook et le simulateur de l'autre côté. Donc le simulateur va nous permettre de faire énormément de choses et de rendre visuelle l'activité pour que chaque enfant puisse tester ses lignes et voit directement le résultat que ça peut produire. Donc le simulateur il nous permet de faire un certain nombre de choses, comme d'ajouter des objets. On peut voir une pluie d'objets sur notre ami Poppy Torso. Cette image est bien aussi parce qu'elle permet de voir qu'il y a des limites à la simulation. On peut faire plein de choses et en même temps on n'est pas toujours forcément accolé avec la réalité. Donc c'est quelque chose qui est important aussi à transmettre aux étudiants et aux lycéens sur la recherche scientifique et sur le parallèle qu'il peut y avoir entre quelque chose qu'on simule ou qu'on modélise dans un environnement très contrôlé, très neutre, comparé à l'environnement réel où on a une variété de paramètres qui fait que la chose va marcher ou pas. Pierre disait tout à l'heure, faire marcher des robots 7 jours sur 7 pendant une exposition, ça pose un certain nombre de problèmes qu'on n'a pas avec la simulation. Donc c'est quelque chose d'important. Et pour faire cette transition entre simulé et réel, on a donc les versions de Poppy comme on peut voir. Et pour utiliser les programmes qu'on confectionne pour la version réelle, il suffit de changer juste une petite ligne, il y a vraiment rien à faire et on peut le tester sur le réel. Donc on peut imaginer qu'en salle de classe, chaque étudiant travaille sur son ordinateur et puisse ensuite aller tester en réalité, voir ce que ça produit comme comportement. Mais pour faire tout ça, il faut constituer donc des ressources. Donc nous, on a pour ambition de créer des packs clés en main, où justement on ait une fiche pédagogique pour l'enseignant et pour l'étudiant, pour que les deux soient aptes à travailler ensemble et à créer effectivement quelque chose ensemble. Mais avant de faire ça, on a dû constituer il y a des ressources, donc ça c'est vraiment indispensable, c'est l'installation, la construction, l'utilisation. Parce qu'il faut bien se dire que pour que l'enseignant aide l'étudiant, il faut que lui soit apte à utiliser cette plateforme simplement et efficacement. Donc voilà, on a tout un tas de docs, on a, comme disait Pierre aussi tout à l'heure, la communauté qui est forte. Ça permet d'apporter de l'aide et de travailler sur l'esprit de groupe. Et donc le contenu des TP, donc c'est une approche, on essaye actuellement de créer des prototypes qui sont un peu avec des traits exacerbés, où on a par exemple des TP descriptifs, où là on explique les fonctions, comment elles marchent et comment ensuite on peut les utiliser. On a d'autres types de TP où on n'explique pas directement comment marchent les fonctions, mais par plusieurs démonstrations, en faisant varier des petits paramètres. L'étudiant doit être apte à voir les variations qu'il y a dans le comportement qui sont issues du code. Donc c'est de toutes petites variations et par comparaison pour essayer de comprendre comment ça fonctionne.
Et donc après il y a les outils classiques de la motivation, de la gestion, de la gestion de la motivation, le storytelling, le jeu, tout ça pour motiver l'étudiant qui n'est pas forcément toujours motivé en classe, donc il faut aussi qu'il y ait quelque chose de ce côté-là pour les inciter à progresser. Et donc voilà, moi je vous ai présenté un peu Python, mais il faut savoir aussi qu'on peut faire plein d'autres choses, pas qu'en Python, on n'est pas forcément sur un mode textuel, mais je vais vous laisser Théo en parler, il en parlera certainement mieux que moi. Voilà, merci. Donc, de la même façon qu'on peut programmer le robot en Python, toutes les librairies pour contrôler le robot sont faites en Python, on peut utiliser un langage de programmation visuelle pour le contrôler. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent Scratch. Nous, on n'utilise pas Scratch, on utilise Snap. Snap est un fork de Scratch. Fork, c'est un mot informatique pour dire un dérivé. Donc, comme vous pouvez voir, les deux interfaces sont très similaires. Mais ils ont quand même quelques différences. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas Scratch et Snap, l'idée c'est un logiciel de programmation par bloc qui du coup ne nécessite pas de connaître la grammaire du langage de programmation et qui est donc très utile pour faire des initiations à la programmation à des enfants ou permettre à des personnes simplement non techniques de facilement programmer le robot. Là l'idée c'est qu'on imbrique, on prend les blocs sur le côté gauche et on peut les faire à coup de glisser-déposer, les imbriquer les uns dans les autres pour faire les actions suivantes. Pourquoi utiliser Snap au lieu de Scratch? On voit que Scratch est beaucoup plus connu. Donc la première chose c'est que Snap est entièrement écrit en HTML5 et JavaScript, donc il s'exécute dans un navigateur, il ne nécessite aucune installation. On peut l'utiliser sur n'importe quelle plateforme, que ce soit n'importe quel PC, tablette, tout ce qui est un navigateur peut utiliser Snap. Ce qui est dans la même idée que on peut utiliser, comme l'a expliqué Thibaut, les notebooks Jupyter qui permettent d'exécuter du code Python dans le navigateur. L'idée est que l'utilisateur final n'ait rien d'installé dans sa machine, que seul un navigateur lui suffise pour contrôler son robot, que ce soit autant en Python qu'en langage de programmation par bloc. Une autre fonctionnalité très intéressante pour nous de Snap, c'est qu'il a été fait à la base pour pouvoir faire ses propres blocs. Quand il a été créé, son ancêtre s'appelle Build Your Own Blocks. L'idée était de permettre à l'utilisateur de faire ses propres blocs, alors que Scratch ne le permettait pas. Et enfin, il permet d'aborder des concepts de programmation plus avancés, notamment de la programmation fonctionnelle. Là où Scratch, comme l'a expliqué Pierre-Yves, s'inspire du langage Logo, Snap, lui, tire plutôt ses origines du Scheme, du coup un langage de programmation fonctionnelle. Donc, comme petit exemple, on peut voir, là ce serait un bloc fait par l'utilisateur qui fait l'équivalent de la fonction mathématique f.g, qui va appeler la fonction f avec en paramètres d'entrée les résultats de la fonction g. L'idée du coup de Snap, c'est que ça permet de faire à la fois tout ce que permet Scratch, donc d'initier les plus jeunes à la programmation, mais à la fois de faire des choses plus avancées et donc de présenter des concepts plus avancés. Il est notamment utilisé à l'université de Berkeley, là où sont les créateurs, comme cours comme support de cours de programmation pour des étudiants en licence. Il a aussi quelques inconvénients. La communauté de Scratch est énorme. Celle de Snap est plus petite. Toutefois, elle n'est pas moins compétente. Ces deux créateurs, Diane Manning et Björn Harvey, sont très présents dans la communauté et répondent à n'importe qui très rapidement. Étant donné qu'il est exécuté dans le navigateur en JavaScript plutôt qu'en code natif, il consomme plus de ressources, donc ça peut être un souci avec du vieux matériel informatique. Le format de projet est incompatible avec ceux de Scratch. C'est une erreur de typo. Donc on ne peut pas prendre un format de Scratch directement et l'importer dans Snap. Par contre, étant donné que l'interface est complètement compatible, on peut ouvrir les deux, regarder comment sont faits les projets et faire les mêmes blocs de la même façon. Refaire un projet dans Snap tel qu'il est fait dans Scratch. Et ensuite, de plus, il y a peu de support pédagogique spécifique à Snap.
mais comme je l'ai dit, tout ce qui est fait en Scratch peut être importable dans Snap. Donc une partie de notre travail était d'intégrer Pipo, la librairie qui permet de contrôler le robot, dans Snap. Donc on va expliquer rapidement ça. L'idée est qu'on utilise une API, une web API, donc on dit une REST API. L'idée c'est que le logiciel qui contrôle le robot, Pipo, va faire tourner un serveur web, et ce serveur web va permettre, on va faire des requêtes sur ce serveur web qui vont permettre d'effectuer des actions sur le robot et d'effectuer des actions, de récupérer des valeurs des différents capteurs, ainsi de suite. Donc là, l'idée du schéma, c'est qu'on a notre ordinateur il charge dans un navigateur Snap, le logiciel de programmation par bloc, et donc ça c'est côté client, l'utilisateur, et en cliquant sur des blocs, ça va effectuer des requêtes HTTP, comme vous faites naturellement dans votre navigateur chaque fois que vous connectez sur un site, vous faites des requêtes HTTP, et ces requêtes HTTP vont permettre de contrôler les moteurs du robot. Donc ça fonctionne pour Snap, mais de la même façon que nous avons fait cette API REST, une fois qu'elle est faite, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Donc on pourrait très bien l'utiliser pour l'intégrer dans Scratch, par exemple. Il y en a déjà qui en ont servi pour faire tourner des programmes en Ruby ou en MATLAB, et on pourrait ainsi de suite l'utiliser pour plein d'autres langages. L'idée c'est que avec cette API, on peut connecter n'importe quel système logiciel au robot. Donc maintenant, on va voir plus d'activités pédagogiques avec Snap. Bonjour, donc nous avec Antoine, on fait le même travail que Thibaut, donc à savoir créer des activités pédagogiques autour de Poppy, mais non pas avec le langage Python, mais avec le langage Snap, donc qui est un langage de programmation beaucoup plus accessible pour les plus jeunes. Donc le principal objectif de Snap, ça va être d'initier les plus jeunes à l'informatique et à la robotique, que ce soit dans les écoles primaires que dans les collèges. Donc on va créer des activités pédagogiques en essayant qu'elles soient le plus ludiques possible, tout en favorisant l'acquisition d'une réflexion scientifique. Donc à savoir en émettant des hypothèses sur la façon dont on va faire bouger Poppy et en faisant des expériences derrière pour les valider ou les invalider. Ces activités vont permettre aussi de développer des compétences notamment autour du langage, des mathématiques appliquées, des sciences de l'ingénieur, de la logique et de la programmation, et dans d'autres domaines encore. Et ça va permettre aussi aux élèves de développer des capacités de travail d'équipe, parce qu'on va faire en sorte que chacune des activités puisse être réalisée par binôme. Donc plus concrètement, on va vous présenter par exemple un exemple de séquence auquel on a pensé. Donc c'est des choses qui sont en construction depuis pas longtemps, donc on n'a pas beaucoup de choses à montrer encore, mais là on vous présente un peu le principe des premières choses auxquelles on a réfléchi. Donc une première séquence, ça pourrait être prise en main de Snap et de Poppy Torso. Donc ce serait étalé sur 3 à 5 séances par exemple, des séances de 2 heures au minimum, un peu plus pour les plus jeunes. Donc avec des élèves qui travailleront en binôme. L'objectif de cette séquence, ce serait de découvrir Poppy et Snap, et en fin de séance, on espérerait faire bouger Poppy avec des mouvements, lui faire des mouvements simples comme un salut de la main par exemple. Donc la séance 1 par exemple, ça serait découvrir qu'est-ce que Poppy. Donc ça commencerait par des activités sur des réflexions sur qu'est-ce qu'un robot, faire des recherches sur internet par exemple, ou dans des dictionnaires, essayer de trouver une définition de ce qu'est un robot. Toutes ces choses-là, donc de la réflexion sur papier plutôt en groupe. Ensuite on aurait par exemple une deuxième partie où on observerait Poppy de plus près, donc avec des fiches où on essaierait de recenser un peu les différentes parties, essayer de comprendre comment il est conçu, etc., comment il est monté. Ensuite on irait sur une étude des moteurs, donc faire une fiche où on se poserait la question on attribuerait le bon nom à chaque moteur parmi une liste qui comprendrait à la fois les noms corrects et des faux noms. Et on remplacerait donc le nom sur chaque moteur en essayant de comprendre un peu par soi-même comment fonctionne tout ça. Donc les objectifs, c'est d'acquérir le vocabulaire anglais. Donc faut savoir que les blocs Snap
qui ont été faits pour Poppy sont en anglais, donc le but c'est vraiment pas de fuir l'anglais, mais de l'utiliser pour aussi en profiter pour apprendre des notions d'anglais. Voir la notion de rotation autour d'un axe, donc voilà, et donc ainsi comprendre le mouvement des moteurs par soi-même et d'arriver ainsi à comprendre la nomenclature qu'on a donnée au moteur. Donc ça, ce serait le but de cette première séance par exemple. La deuxième séance, ça serait autour de découverte de Snap. Donc pareil, on commencerait sur des activités sur papier, se poser la question qu'est-ce qu'un langage de programmation, comment est-ce qu'on arriverait à communiquer avec la machine. Puis ensuite on passerait sur les ordinateurs pour découvrir Snap et VREP, être introduit au premier bloc, etc. Voir un peu à quoi ça ressemble, les interfaces, tout ça. Donc encore une fois, une fiche sur les blocs, essayer de faire comprendre par eux-mêmes aux élèves à quoi peuvent bien servir les blocs, comment est-ce qu'ils vont pouvoir les remplir, tout ça, et ensuite tester directement sur Poppy ou sur VREP un peu le résultat, voir si on a réussi à deviner ou qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Et on testerait ensuite tous les moteurs, on remplirait un tableau par exemple pour voir un peu comment réagit chaque moteur, rentrer les valeurs des angles, à quoi ça correspond, pour continuer à approfondir des notions d'angle orienté, toutes ces choses-là. Donc les objectifs, comprendre, utiliser les blocs de base, leur fonctionnement et voir approfondir les notions de mathématiques qu'il y a derrière. En conclusion de cette séance-là, ce serait premier essai de mouvement simple, avec Poppy par exemple. Et enfin, en dernière séance, on ferait se mouvoir Poppy. Donc là, on aurait des exercices par exemple, où on programmerait des mouvements imposés sous forme d'exercices. Donc sans VREP, dans un premier temps, donc pour forcer les élèves à faire une étude préalable décomposer le mouvement en des mouvements élémentaires, puis ensuite rechercher quelle séquence on ferait de blocs sous Snap, et ensuite seulement tester le résultat sur Snap pour voir si on a réussi à faire la séquence d'un coup ou pas, et ensuite pouvoir analyser ces erreurs et tout ça. Donc la conclusion, ça serait, et en conclusion, on pourrait introduire de nouveaux blocs, comme le bloc repeat, qui est l'équivalent de la boucle for dans d'autres langages de programmation. Donc en conclusion de la séance, on pourrait ensuite faire un résumé de toutes les notions abordées, et éventuellement enchaîner sur des défis, où là, ça serait sous forme de jeu, où on aurait le même type d'exercice, mais où on aurait des équipes qui s'affronteraient et qui se lanceraient le défi d'exécuter tel ou tel mouvement, et choses comme ça. Donc ça c'est un exemple d'activité qu'on peut faire avec les élèves autour de Poppy et de Snap. Donc l'approche pédagogique, c'est une approche qui alternerait donc travail sur papier avec des fiches à remplir, des questions à se poser, des choses comme ça, travailler en groupe, interagir. Et ensuite des essais sur Poppy pour tester son travail, pour voir si on a réussi à deviner juste ou analyser et apprendre de ses erreurs. Et donc ça serait aussi favoriser le travail en groupe, donc minimum 2 sur chaque activité et parfois plus pour les jeux. Et des challenges ou des jeux, des choses un peu ludiques en fin de séquence permettent d'appliquer tout ce qu'on a vu. Enfin une complexité progressive, donc aborder les notions d'abord de manière superficielle ou de manière sommaire, générale, pour ensuite rentrer de plus en plus profondément dans les notions. Et très important, constituer des fiches pratiques et des résumés en fin de séance pour capitaliser la connaissance qui est acquérie à chaque fois pour pouvoir progresser. Donc ça, c'est ce sur quoi on est en train de travailler, et ça a commencé il n'y a pas longtemps, donc voilà, donc ça c'est les premières ébauches de notre réflexion et on n'a pas forcément encore de choses à montrer là-dessus. Et on va continuer avec Théo. Ce qu'on peut faire avec un robot humanoïde ou un torso, c'est essentiellement créer des mouvements. Donc, derrière l'apparence simplicité de créer des mouvements, ça peut soulever de nombreux problèmes de complexité différentes. Première chose qu'on met en évidence lorsqu'on fait des ateliers avec des personnes qui vont programmer des robots, qui vont programmer par exemple un Poppy torso, on voit que c'est difficile de se rendre compte les différents repères qui existent dans le robot. Donc nous, quand on pense, on réfléchit dans un repère qui est dans l'espace, et on prend notre bras et on le déplace dans l'espace. Sauf que dans le robot, quand on contrôle le robot, on contrôle essentiellement le repère des moteurs. C'est-à-dire que chaque moteur, on va donner une consigne qui correspond à un angle, et cette consigne est propre au repère du moteur.
Donc par exemple, dans l'espace, on pourrait faire bouger des moteurs, alors que dans l'espace des moteurs, ces moteurs ne bougeraient pas. Par exemple, je peux ne pas bouger mon poignet, ne pas faire osciller mon poignet, mais mon poignet va bouger dans l'espace. Et ça, c'est des petites subtilités comme ça qui, au premier abord, peut paraître simples, mais qui à la fois sont pas forcément évidentes à appréhender pour des utilisateurs. Donc, de la même façon, faire des mouvements avec un bras, ça peut amener à des notions de géométrie. Dès lors que, justement, on ne veut plus bouger dans l'espace des moteurs, mais dans l'espace tridimensionnel, on peut utiliser de la cinématique directe, de la cinématique inverse, qui permettent de relier la position de chacun des moteurs à la position de la main dans l'espace. Donc ça, pour des systèmes à 3 moteurs, c'est des choses relativement simples et qui se font avec des notions de trigonométrie qu'on voit en première classe. On peut aussi commencer à réfléchir à comment représenter un mouvement. Dès lors qu'on va vouloir par exemple, enregistrer un mouvement pour le rejouer, qu'est-ce que c'est un mouvement? Donc, on peut imaginer, on va enregistrer successivement une série de positions, puis enregistrer une série de positions à un instant T pour pouvoir les rejouer de façon plus précise. Ensuite, ça peut amener à des domaines plus scientifiques de comment représenter un mouvement. Donc ça, c'est vraiment des travaux qui ont été faits à l'EPFL sur l'apprentissage par démonstration. Après, on peut se poser des questions de comment combiner des mouvements. Donc, dès lors qu'on veut combiner des mouvements, faire des mouvements successifs, faire des mouvements concurrents, comment est-ce qu'on va dire au robot de faire ça? Donc, c'est des notions plus de formalisme de programmation. Comment formaliser ça? Donc, une façon simple est de voir ça avec la programmation fonctionnelle. Donc, Snap est très bien fait pour. Donc, on a créé des blocs qui permettent de faire ce genre de choses. Blocs qui permettent de façon imbriquée de rejouer des mouvements de façon concurrente, séquentielle, et ça de façon autant de fois imbriquée qu'on le souhaite. L'idée là, c'est par exemple, on va jouer de façon concurrente le mouvement qui s'appelle My Second Record, avec, donc, en même temps, on va jouer de façon séquentielle la succession des mouvements My First Record et My Second Record. Donc ça, on peut l'imbriquer de façon autant de fois qu'on veut. Du coup, ça permet encore une fois, d'appréhender des notions de programmation fonctionnelle et ce genre de choses. Et donc, pour conclure, on va faire un petit atelier démonstration donc de la programmation de copies en Python et en Snap à 16h20 aujourd'hui. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Oui. C'est ça, 16h20, pardon. 16h20 à 17h20 à peu près, ça va durer 1 heure. Il y aura des démonstrations donc, de Poppy, Python, Snap et sur les TeamUp aussi. Voilà. Ce que vous avez compris, il y a une articulation entre les TeamUp qui sont plus pour l'école primaire, un peu éventuellement aussi le collège, on peut aussi, et toute la famille Poppy est plutôt indiquée pour collège et lycée. Là, c'était particulièrement lycée ce qu'on a vu. Oui, bonjour. Vous parliez de fiches pédagogiques en lien avec les Poppy torso. Les types, alors du coup, vous entourez d'enseignants, d'animateurs, quel public aussi, parce que a priori, du coup, c'est niveau de collège. Tu veux répondre? C'est plutôt un public captif ou non captif? Vas-y, c'était chaud. Destiné à des animateurs, moi étant animateur aussi, j'ai testé ce niveau récemment, donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Et puis, deuxième question, c'est au niveau des collaborations, j'ai vu que c'était une API, donc on pouvait programmer, mettre le torso en serveur, enfin sous forme de serveur si je ne me trompe pas, via le Raspberry. Est-ce que vous avez pensé développer un concept où plusieurs enfants travailleraient sur le même objet torso pour animer bras gauche ou bras droit, ou plusieurs groupes comme ça? Enfin, ouais. Et comment est-ce qu'on peut participer au projet? Je vais répondre à la deuxième question, et je vais laisser Thibaut répondre à la première. Donc pour la deuxième, l'API REST étant uniquement permettant de contrôler le robot en faisant des requêtes dessus.
ces requêtes sont agnostiques de quel ordinateur se connecte dessus. Donc on peut utiliser 10 ordinateurs se connecter en même temps sur le même robot via l'API REST. Mais pour donner une réponse moins technique et plus pragmatique, on va dire, oui, c'est des choses auxquelles on a pensé. On n'a pas encore vraiment testé ça, parce qu'il y a des petites questions techniques là-dessous, justement. Mais effectivement, c'est des choses qui sont très intéressantes et avec lesquelles il faudrait qu'on essaie d'aller plus loin. Ouais. Mais ça sera sans doute des activités pédagogiques un peu plus avancées. Donc voilà, c'est pas les premières qu'on va sans doute développer. Alors, juste pour compléter, parce qu'il y a une question qui est un petit peu plus générale, qui est effectivement pour quelle population d'élèves on réfléchit et comment est-ce qu'on peut développer le travail en commun avec les enseignants. En fait, ici, ce qu'on vous a présenté, ce sont les premières expérimentations du début d'un projet qui est beaucoup plus large, qui s'appelle Poppy Éducation, et qui va consister à essayer de développer justement des kits pédagogiques, idéalement clés en main, pour à la fois des populations d'étudiants et d'enseignants dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre extrascolaire, par exemple dans les centres de culture scientifique ou les Fab Labs. Les tranches d'âge visées, c'est plutôt le lycée, mais également une partie pour post-bac et une partie pour le collège, mais on va dire le centre qu'on va le plus viser, c'est plutôt le niveau lycée. Et dans ce contexte-là, en fait, aujourd'hui, il y a en termes donc nous, on vise à la fois développer des kits pédagogiques et de faire des expérimentations, surtout dans les 2 années qui vont venir. Et on a déjà, en fait, un certain nombre d'interactions avec des enseignants, notamment par un groupe que Didier anime, et il pourra sûrement en parler un petit peu plus tard, un groupe d'enseignants qui sont très à la pointe de ces expérimentations-là, mais qui est un groupe ouvert et où justement on serait ravis d'accueillir de nouveaux membres. Et donc sur le terrain, il y a un certain nombre d'enseignants avec lesquels justement on réfléchit au contenu et aux expérimentations. Et puis par ailleurs, peut-être que demain, Sabrina Kaliaros, qui est la déléguée au numérique et pour l'éducation auprès du recteur, en dira quelques mots. On développe aussi des collaborations au niveau institutionnel entre l'INRIA et le rectorat et puis d'autres institutions. On travaille aussi avec par exemple le réseau Canopé pour que un réseau d'expérimentation puisse se mettre en place. Voilà, donc en fait, l'un des enjeux aussi de ces 2 journées aujourd'hui, c'est de permettre de créer ces petits liens, ces connexions entre les personnes qui développent des outils et puis les gens qui vont être des utilisateurs sur le terrain. Mais en fait, les utilisateurs qui sont les enseignants peuvent aussi être des contributeurs, des créateurs, parce que évidemment tout ça c'est un projet open source, et l'idée d'un projet open source, c'est que c'est pas simplement ouvert à tout le monde pour l'utilisation, mais c'est ouvert à tout le monde pour la contribution, tant sur les plateformes matérielles et logicielles que sur le contenu pédagogique lui-même. Et le contenu pédagogique, nous on imagine que dans cet écosystème-là, il soit aussi open source, sur des licences de type Creative Commons, et donc qu'il soit librement accessible à tout le monde, et gratuitement. Juste pour compléter, donc le petit groupe de travail, si on peut dire ça comme ça, qui est composé de profs du primaire, du secondaire, du supérieur, de chercheurs de l'équipe, se réunit de temps en temps. On a fait ça pour des séquences autour du Tignon. Mais comme le disait Pierre-Yves, c'est un groupe qui est ouvert. Si vous êtes intéressé pour participer à ces travaux-là, c'est avec grand plaisir. On va essayer d'utiliser le même procédé donc pour la famille Poppy, c'est-à-dire de développer des kits pédagogiques clés en main. Là ce que font les personnes qui viennent de vous présenter les choses, c'est qu'ils commencent à titiller un peu le terrain, voir ce que ça peut donner. Donc leurs premières expérimentations, c'est ça. Ils bâtissent des premières séquences, mais après, évidemment, il y aura un design qui sera fait avec des enseignants, des tests dans les classes, etc. Voilà, c'était pour démarrer. Bah, oui, une question. Juste pour finir quand même, parce que pour les contributions, donc il suffit de Poppy Projet, donc Google, et sur le forum ou même sur le site web, on a les adresses mail. Mais sur le forum, on peut contribuer, on peut rédiger son topic, enfin, c'est très rapide. Et pour le code en lui-même, il est hébergé sur GitHub si on veut. Vous avez les sites internet sur la feuille, hein. Ouais. Oui, Stéphane. Oui, alors moi je suis Iria Phil. Oui. J'espère que ce sera une forme moi j'écoute tout ce que vous dites là, puis je suis allé sur le site, j'ai téléchargé des refs, j'y suis encore dans l'installation.
J'ai passé 2 semaines, je suis nul, hein, je suis maître de conférence 61e, c'est génie informatique, mais j'ai toujours pas installé VREP, quoi, ça marche pas, bon. Donc voilà. Après, quand j'ai écouté la première présentation qui fait appel à des gens qu'on aime bien, Piaget, voilà, des choses comme ça, et quand je vois votre présentation, je suis désolé, hein, je suis un peu critique, mais quand je vois votre présentation sur les cours et que j'entends il va falloir forcer les élèves, c'est du Skinner, quoi. C'est plus du Piaget, c'est-à-dire on passe par des tâches. Et il faut absolument que les tâches soient. Il faut la faire, sinon tu passes pas à autre chose, quoi. Et en plus, on se méfie, sinon Poppy te fout une baffe, quoi. Donc, c'est juste une alerte, quoi. Attention à comment vous allez construire votre expérimentation. On peut aider, hein, si vous souhaitez, pas plus, pas moins, mais on peut vous aider. Parce que vous êtes en train de vouloir valider une tâche, parce que Poppy doit répondre. Et si Poppy ne répond pas, c'est que vous n'avez pas pu lui faire répondre. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on va aller dans le bon sens par rapport à ce que vous voulez faire. Deuxième chose, si je peux me permettre, j'aimerais bien à un moment donné qu'on arrête d'utiliser le mot ludique pour apprendre. Le jeu, c'est le jeu, on peut apprendre en jouant, mais il y a des choses qu'on n'apprend pas en jouant. Il y a des choses où il faut se concentrer et on joue plus. Voilà. Et donc, l'activité ludique, et c'est mieux si on prend du plaisir pour apprendre, ça c'est sûr, hein, que de se faire taper dessus, voilà. Mais il y a des moments où apprendre, c'est pas ludique. Voilà. C'est la remarque que je me permets de faire.